Eh, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Ndegoru Burengara, Dagana Kitelaga, Chikibra, PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, mon gars, ancien rappeur, homme de cœur, homme de terrain, philanthrope, sportif, l'homme que l'on nomme Kamel l'Ancien. Take a seat, Kamel. Hugo. Comment tu vas? Ça va super et toi Kamel? Ça va, merci. Ça va très bien? Ça va. Merci de m'avoir fait cet honneur. Merci à toi. Ça Merci fait à toi. longtemps qu'on ne s'est pas vu Kamel. Ça fait hein. très longtemps. Ça fait très très longtemps. Et c'est toujours un plaisir de te voir frère. Plaisir partagé et on retiendra que le temps passe très vite aussi. C'est exactement Ouais. ça, Kamel. C'est Le temps, il passe exactement très ça. vite. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Kamel, pour celles et ceux qui ne te Bien connaissent sûr. pas? Bah, moi, je m'appelle Kamel l'Ancien. Je suis un ancien rappeur. J'ai rappé de... Waouh. Tu m'as remonté dans les années, là. Ah ouais. J'ai rappé, enfin, j'ai été connu à partir de 2002-2003 jusqu'à 2010 quand j'ai mis fin à ma carrière. D'accord. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On a tout le temps aujourd'hui, Kamel. Hein. On a J'espère tout que tu le n'es pas temps. pressé. Non, je suis pas pressé. C'est très bien. C'est très bien, C'est très Kamel. bien. Dis-moi, il ressemblait à quoi le jeune Kamel? Au Kremlin Bicêtre. Moi, au Kremlin Bicêtre où j'ai grandi, j'étais un jeune comme les autres. J'étais un jeune qui était j'étais pas turbulent. J'étais tranquille. Je faisais ma petite vie. Je sortais avec mes potes. Tu sais, nous, au Kremlin Bicêtre, on est à la frontière de Paris, on appelle ça. Exact. Donc, on avait une ouverture d'esprit. Nous, on était vraiment... on était déjà des gens... Moi, je sais qu'à 14-15 ans, on allait déjà faire des tours sur Paris. On était, tu vois, on était vraiment à proche Paris. Donc, on avait cette ouverture d'esprit. Donc, ma jeunesse, elle était tranquille, quoi. J'ai grandi dans un quartier sensible, bien sûr. J'ai grandi dans un quartier sensible. J'ai connu la pauvreté avec mes parents, tout ça et tout, mais c'est pas grave, ça c'est rien en vrai. On va pas dire des choses qui vont nous rappeler des mauvais souvenirs. Moi, je me rappelle que des bons souvenirs, C'est tu bien, vois. c'est bien, Kamel. vois. C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et le jeune étudiant Kamel, à l'école, il ressemblait à quoi? Au collège, j'étais avec 3 mecs de mon quartier avec qui j'ai grandi. C'est toujours mes frères à l'heure d'aujourd'hui. Et on était pas turbulents, mais on rigolait beaucoup en classe, tout ça et tout. D'ailleurs, on en reparle souvent parce qu'on regrette. Au collège, au collège, j'étais pas assidu, on va dire. Tu vois, dans les cours d'anglais. Mais ça, tu t'en rends compte quand tu grandis, en fait. Ensuite, après, je suis parti au lycée, donc j'ai mal été orienté parce que j'ai pas fait on va dire, une bonne carrière au collège. Donc, j'ai été orienté en BEP. J'ai fait un BEP vente. À l'époque, ça s'appelait BEP VAM, vente action marchande. Ça me plaisait pas du tout. Au bout de la première année, fin de première année, j'avais, je sais plus, j'avais 16 ans, je pense. J'ai arrêté et je suis parti directement travailler, moi. À 16 ans, je suis parti dire. Ouais, 16 ans, je suis parti travailler, ouais. Et t'as fait quoi? À 16 ans, après, je suis parti travailler direct manutentionnaire. Ok. Comme tous les mecs du Kremlin de ma ville, on était tous... on avait Rungis à côté. C'est comme je te disais au début. On a Paris, mais on a aussi de l'autre côté, l'envers du décor, qui était Rungis. Donc, j'ai travaillé directement dans le froid, moi, dans le poisson. Je travaillais direct dans le poisson. Ensuite de là, j'ai fait plein de taf. Vraiment, j'ai accumulé plein de taf et que axé sur la manutention, tu vois. Je travaillais gardien d'immeuble, j'ai fait ambulancier, j'ai fait toutes sortes de travail, de 16 ans jusqu'à quand j'ai commencé ma carrière dans le rap. C'est bien, tu te cherchais, c'est bien. Ouais, je me cherchais
Et surtout, ben, moi, j'ai grandi à l'ancienne école, c'est-à-dire que nous, si tu travaillais pas, le daron, il n'était pas d'accord, hein, et la daronne aussi, et c'était honteux même de pas travailler à l'époque. À l'époque, quand tu travaillais pas, si tu étais dans les études, ça va. Parce qu'on disait, il est dans les études, Bien c'est sûr. pour plus tard travailler. Ouais. Mais si tu n'étais pas dans les études et tu travaillais pas, tu étais un délinquant pour les parents. Tu étais un moins que rien. Limite, tu étais la honte de la famille. Donc moi, j'ai commencé à travailler. Et même quand des fois, j'avais une période de 1 mois ou 2 mois où je travaillais pas, mon père, il me disait, tu fais quoi là? Faut que tu taffes là. Faut que tu taffes. Pas pour que je lui ramène de l'argent à lui. Juste pour que tu sois un homme, en fait. Et ça, j'en parle souvent avec des jeunes de la nouvelle génération. Ça n'a rien à voir. Il y a des jeunes de 15 ans, ils n'ont pas d'école et ils ne travaillaient pas jusqu'à 20 ans, 25 ans. Leurs parents, ils leur disaient rien du tout. Moi, je n'ai pas grandi à cette époque-là. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, j'ai grandi vraiment avec un père. Si tu ne travaillais pas, c'était limite. Il ne te mettait pas dehors parce qu'on ne mettait pas dehors ses enfants à l'époque, mais tu étais mal vu, en fait, tu vois. Donc, j'ai travaillé. D'accord, Kamel. Et le rap est arrivé à quel moment dans ta vie? Moi, j'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée, parce que je m'ennuyais en cours. Et au fond de la classe, j'aimais pas ce que je faisais. J'étais très mal orienté, moi, quand j'étais à l'école. J'étais en BEP, ça m'intéressait pas. Donc, du coup, au début, j'ai commencé à écrire des... je sais même pas comment je pourrais appeler ça. C'était pas des textes de rap. Hein. Ce que j'écrivais, il y avait pas de rime, en fait. Mais à force d'écrire, en fait, j'avais des potes à moi, autour de moi, qui me disaient, Kamel, t'as une bonne écriture, tu vois. Donc, au début, j'ai commencé à écrire pour des gens qui rappaient à l'époque. Des noms. Des noms? Ouais. Non. Si, non. Kamel, tu veux pas faire ça. Non, Il y a non. prescription. Non. Il y a prescription. Non, j'écrivais pour des gens, non, ils s'étaient même pas connus, c'était à l'époque. C'était des mecs, des rappeurs de Villejuif, Ok. de Vitry, de Ivry, mais c'était pas connus, tu Ok. vois. Et, et du coup, j'ai commencé à écrire pour eux. Et quand j'ai réécouté ce que eux ils enregistraient, ça me plaisait, en fait. Et je me disais, ouais, c'est pas mal comme délire. Et moi, à l'époque, je m'en rappelle, à cette époque-là, j'étais très, très, très Queens. Moi, j'écoutais beaucoup de Mobb Deep. J'étais vraiment à la page. J'étais même on va dire un connaisseur, c'est-à-dire mes potes qui écoutaient du rap américain, souvent, ils me disaient, Kamel, qu'est-ce que tu penses du dernier Nas? Qu'est-ce que tu penses? Ils savaient que j'étais à la page, tu vois. Déjà, à cette époque-là, t'imagines? D'accord. J'avais 17 ans, je crois, 16, 17 ans, tu vois. J'ai 40 maintenant, tu vois, donc ça passe très, très vite. Bridge. Ouais, j'étais à fond. J'étais à fond sur Mobb Deep, sur Notorious Big, sur Jay-Z, Nas, tout ça. C'était plutôt New York. On est pareil. Ah ouais, j'étais Ouais, grave. pareil, J'étais pareil. Queens, mais j'étais New York à Ouais, mort. pareil. Après, j'aimais bien aussi Tupac. J'aimais bien son rap, tu vois. Ça me parlait, tu vois. Donc, quand j'écoutais un petit peu, quand j'écoutais un peu les deux, et je commençais à pas rapper dans ma chambre, mais je commençais à connaître le rythme. Parce que, enfin, moi, j'en viens toujours à la même chose. Quand t'écoutes maintenant la musique de maintenant, ils ont oublié les codes de la musique. Et moi, quand j'écoutais de la musique à l'époque, je respectais beaucoup les codes du 1, 2, 3, 4, comment les mecs ils posaient sur l'instru, tout ça et tout, tu vois. Donc, on va dire que nous, on a été éduqués à la bonne école, tu vois. J'écoutais beaucoup, mais après, je me suis dit, je peux le faire, tu vois. Je peux le faire, tu vois. Et j'ai commencé à rapper, en fait, dans ma chambre, comme tout le monde, tu vois. J'écrivais des textes et ça me plaisait. Je disais, tiens, je vais poser, tout ça. Donc après, j'ai commencé à faire comme tout le monde, trouver des studios, tout ça. Et j'ai atterri dans un studio et j'ai commencé à poser. Vraiment, il y avait que moi et Lingé, quoi. Que Lingé et moi, on était là. Et j'ai commencé à faire des petites maquettes comme ça, tu vois. D'accord. Tout simplement. Et donc, Ouais. c'est comme ça que tu t'es fait repérer? Non, pas tout de suite. Ensuite, j'ai intégré un groupe qui s'appelle le 109. C'était un groupe du Kremlin Bicêtre avec plusieurs rappeurs. Et avec ces rappeurs-là, on était 4, en fait. Ouais, on était 4 à l'époque. Et avec ce groupe-là, on a commencé à se faire connaître dans le 94. Faut savoir que nous, quand on rappait avec le 109, à l'époque, on était très respectés dans le 9-4. Les gens, ils nous aimaient. Et c'était à l'époque où il y avait des mixtapes cassettes. T'as connu? Bien sûr. Et J'étais petit. Mais voilà, j'ai connu, ouais. Et là, on était invités dans toutes les mixtapes. Mais toutes les mixtapes. Les mecs, ils venaient, il n'y avait pas de portable à l'époque. Ils venaient nous chercher au Kremlin Bicêtre. Ils demandaient à des gens, ouais, ils sont où les mecs du 109? Les gens, ils croyaient que c'était un collectif au début. En fait, on n'était que 4 rappeurs.
Et du coup, il y avait moi, un Zaïrois, un Tunisien et un Algérien. Ils venaient nous chercher dans le quartier. C'est vous les mecs du 109? Je fais une mixtape, venez poser. À l'époque, c'était à l'époque du 4 pistes. Hein. Je venais, il n'y avait pas d'effet, tout ça. Et en fait, on enregistrait sans s'en rendre compte. Et en fait, après, ben, notre nom circulait grave dans le 109. Tout le monde connaissait dans le 9-4. Et j'allais, je me promenais à Alfortville. Il y a des gens qui disaient, ouais, t'es pas un mec du 109, tu vois, on t'a vu dans un concert, on t'a vu tout ça, tu sais. À l'époque. On était quelqu'un déjà, tu vois ce que je veux dire, tu vois. C'est un très très bon souvenir que j'ai de cette époque-là parce qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien et les gens parlaient de nous, tu vois. Et mon nom commençait un petit peu à sortir. Ouais, Kamel l'Ancien, tout ça, il fait des bons textes, il est pas mal, il est technique, tu vois. À l'époque, moi, je connaissais Rof, Ousni. Je le connaissais, mais de la street. Comment vous êtes connu? Parce que moi, je suis du Kremlin, lui, il est de Vitry. Moi, je rendais visite à des mecs de Vitry. Titi l'ancien, tout ça, des anciens rappeurs, paix à leur âme, tu vois, ils sont plus de ce monde. Et du coup, ils nous ont fait connaissance, tu vois. Et moi et Ousni, à l'époque, là, je te parle de ça, on est en... Rof, il avait même pas encore sorti Qui est l'exemple, tout ça. Hein. C'était un vrai mec du ghetto, tu vois, à l'époque. C'était à l'époque du Code de l'honneur? Exactement. Il avait sorti le Code de l'honneur, tout ça. C'était quelqu'un dans le 9-4, tu vois. Et on a fait connaissance et le feeling, il est super bien passé, tu vois. Mais c'était un frère de la street, tu vois. J'allais lui rendre visite à Vitry, pardon, et lui venait me rendre visite à Kremlin. C'était très sain, tu vois, à l'époque. Moi, j'y allais avec mon petit 205. Lui, il venait me voir avec son Super 5 à l'époque, tu vois. Là, je te parle vraiment, on est l'époque survêt Lacoste, tout ça et tout. Et il savait que je rappais, mais on n'en parlait jamais, tu vois. Parce que lui, il était à un certain level et moi, j'étais encore en bas, ce qui est tout à fait normal, tu vois. Mais je pense qu'il voyait, il attendait ce truc pour me dire, Kamel, viens poser avec moi, tu vois. Et ensuite, ben... c'est ce qui s'est passé, m'a mis le pied à l'étrier et après, la suite, on la connaît. Ah, quand même, c'est ça qu'on aime, quand même. C'est bien, parce que même moi, ça me... Ouais. Si j'ai accepté ton interview, excuse-moi, une petite parenthèse. Bien sûr, dis-moi quand même. Si j'ai accepté cette interview-là, c'est parce qu'on parle de choses... Déjà, on est à l'aise. Exact. Et en plus de ça, on parle de choses qui te mettent encore plus à l'aise et ça me rappelle des souvenirs, en fait. Ça fait plaisir. Parce que moi, j'ai coupé complètement avec ça. C'est ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je suis passé complètement à autre chose. C'est bien, voilà. Kamel. Moi, clairement, je t'ai découvert dans le morceau À quoi bon sert. Ouais, comme beaucoup de monde, je pense. Ouais. Je pense. À part les puristes. Clairement. Les puristes m'ont découvert. Ouais, mais moi, excuse-moi de te couper. Vas-y. Je viens de Sarcelles. Ça veut dire déjà, j'étais beaucoup plus petit. Je parle à l'époque du morceau, j'avais certainement 15 ans. 15, 16 ans. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 19, 20 ans. Hein, à l'époque du morceau? Ah ouais, non, Kamel. 20 ans, à quoi bon sert? 20 ans. Hein. 2003? Ah ouais. Ouais, j'étais plus petit encore. 20 ans, mais pas plus. Tout ça pour dire que voilà, moi, je t'ai découvert à ce moment-là. Je vois un mec, un rebeu avec les cheveux gominés. Beau gosse. Il est là en train de rapper, etc. Tu te distinguais par ta voix, etc. Ouais. Comment t'étais à ce moment-là? Parce que... Je te coupe. Bien sûr, dis-moi. Faut savoir que là, quand tu me découvres à cette époque-là, je suis un puriste du rap américain. C'est-à-dire que moi, je suis un cocktail de ça. Hein. À moi, déjà, à 20 ans, moi, tu sais, je me rappelle d'une époque, j'écoute le morceau Shock One de Mobb Deep. Oh, j'allais au collège. Wallah que c'est vrai, j'allais au collège, je l'écoutais avec un Walkman et j'avais enregistré le titre sur Radio Nova avec les, tu sais, les postes tout enregistrés à l'ancienne. Ils connaissent même pas les mecs maintenant. Tu sais, je l'avais enregistré comme ça. Et j'allais au collège. C'est-à-dire que moi, quand tu me découvres sur À quoi bon sert, je suis un connaisseur de rap, hein, sans prétention. Je suis un connaisseur. Je sais comment il faut poser dans les temps. Je sais comment ma voix la faire. Je sais comment me positionner au niveau du micro. Ah, je suis un puriste à cette époque-là. Et j'ai Rof à côté. Ouais, c'est vrai. J'ai Rof qui, à l'époque, c'est quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que lui, il est à côté de toi pour te dire, Kamel, sur le morceau À quoi bon sert. Limite, c'est lui qui me disait, pose comme ça, fais comme ci, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu me découvres sur un titre où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'arrive pas comme ça et ça sert à quoi d'avoir un chargeur? Non. J'arrive, je suis quelqu'un, tu vois? Et les gens le savent pas. C'est bien. Mais du coup, ce qui est marrant et ce qui dénote totalement, c'est que tu dis que t'étais un puriste, mais quand on voyait ton style vestimentaire, ton look, tu ressemblais pas à un mec des States. Tu vois ce que je veux dire?
Je pouvais pas. Pourquoi tu pouvais Parce pas? que j'habitais dans un quartier. Je me serais fait descendre, je pense. Tu vois. Et pourtant, tu vas rire, mais les mecs de chez moi, pire que moi, Ouais. eux, c'était Stan Smith, Jean, 501, Polo Lacoste. Mais c'était de ces puristes. Moi, je regrette ce temps-là. Ouais. Je me posais avec les anciens de mon quartier. On parlait de rap, mais de rap américain. On était à fond dedans. Mais la tenue vestimentaire, elle allait pas du tout avec. Ah, elle allait pas du tout quand Tu même. Je vois? suis obligé de te le Non, dire. non, j'étais, ouais. Et aussi, je remercie le bon Dieu aussi parce que c'est ma simplicité qui m'a ramené là où je suis maintenant, tu vois. C'est que moi, j'ai grandi dans un quartier, alhamdoulilah, au Kremlin Bicêtre, les Martinets. C'est un quartier vraiment où il n'y a jamais eu d'artifice, il n'y a jamais eu tout ça. C'était vraiment la simplicité, même à l'heure de maintenant, tu vois. C'est toujours le même quartier, c'est toujours la même ambiance, c'est toujours ces mecs à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et je pense que c'est pour ça que j'avais rien à voir avec ce truc-là. Mais j'étais un puriste de rap américain. Ça veut dire, même si j'aurais pas fait carrière dans le rap, j'aurais été un de ces gars qui j'écoutais tout ce qui se faisait à cette époque-là en rap américain. D'accord, quand même. Voilà. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Et pour revenir à la connexion avec Rof, voilà, il était même question à un moment que vous fassiez un groupe. T'inquiète. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur l'album T'inquiète, on enregistre 7 titres Ok. qui sont jamais sortis. On enregistre 7 titres qui sont pour moi, mais 1000 fois mieux que les autres morceaux qu'on a écoutés de Rof et de Kamel l'Ancien. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'embrouille entre Ousni et moi, mais il y a des embrouilles avec... pas des embrouilles, comment je pourrais appeler ça? En termes de maison disque, tout ça et tout, il y a des trucs qui me plaisaient pas, et il y a des trucs qui plaisaient pas à Rof. T'étais chez qui, toi? J'étais tout seul. D'accord. Moi, j'étais chez personne. Ok. Rof commençait à produire des gens. J'étais programmé dans ce truc-là. Ça s'est pas fait. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de dire des choses qui sont fausses. Je sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient autour de nous. C'est comme ça, de toute façon, la vie, elle est comme ça. Je pense qu'il y avait beaucoup d'ondes négatives qui étaient là et qui ont pourri le cerveau de Rof comme ils ont pourri mon cerveau. Faut savoir que moi et Rof, il y a personne qui a jeté l'autre ou quoi. Hein. Les gens, après, t'as vu sur Internet, ils sont partis dans des trucs. On sait comment c'est. Bien sûr. Les gens, ils vont inventer des rumeurs, tout ça et tout. Mais il faut savoir un truc. Il faut savoir que, à cette époque-là, moi, on m'annonce que l'album T'inquiète, il est annulé. Ça veut dire que moi, je me dis dans ma tête, ah ouais, c'est quand même un gros truc parce que j'étais dégoûté. Parce qu'à l'époque, on faisait ça, et c'est véridique, c'était pas que pour l'argent. Et moi, à ce moment-là, quand on m'annonce que l'album, il va pas se faire, j'étais dégoûté. Parce que je savais qu'on allait mettre la barre très très haute et qu'à cette époque-là, le rap, c'était quelque chose. Mais je savais qu'on allait ramener un produit qui allait détrôner tout le monde. Ça s'est pas fait. Mais qui t'a dit on t'a annoncé? Mais qui? Tout en sachant que vous étiez proches tous les deux. À cette époque-là, Rof, il est signé chez Hostile Music. C'est son ancien manager de Hostile Music, Vincent. Très gentil mec, qui m'appelle, qui me dit « Kamel, on arrête l'album T'inquiète ». Je sais qu'est-ce qui est au bout du téléphone. C'est un mec qui m'a toujours respecté. C'est un mec que j'ai toujours respecté. Ousni, c'est un mec, à cette époque-là, c'était mon ref. Et j'ai pas cherché à comprendre. Par contre, quand il m'annonce ça, le lendemain, je suis en studio pour mon album. Parce que je suis dans une dynamique de gros featuring. Tous les jours avec Rof, on pose. On commence à 11h du soir. On s'arrête à 6h, 7h du matin. Je me dis non, je peux pas. Si je fais plus rien, je vais rien faire. Je rentre en studio le lendemain. C'est très bien. Ça veut dire qu'après tout ce que j'entends, les rumeurs, les tout ça, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit. Tu sais ce qui s'est passé? Il y avait trop de jaloux à cette époque-là. Il y avait beaucoup de jaloux de Kamel l'Ancien à cette époque-là. Dans le milieu du rap, il y avait beaucoup de jaloux de Kamel l'Ancien. Beaucoup. En bas de chez moi, il y avait des jaloux de Kamel l'Ancien. Des mecs avec qui j'ai grandi, ils étaient jaloux de Kamel l'Ancien.
il y avait beaucoup de jaloux. Parce que j'arrive à un moment, comme tu as dit, j'arrive, petite dégaine, coupe au gel, dégaine, rien à foutre, rien à voir avec les codes du rap qu'il y avait à l'époque, baggy, tout ça. Moi, j'arrive, tout ça, et je kick. Et je parle de choses, les gens, ça les touche. Il y avait beaucoup de jaloux. Moi, j'ai pas honte à le dire. J'y pensais en venant en voiture, là. Je disais, où il va me ramener le frérot dans l'interview, je dois lui placer celle-là. Bien. Parce que ça me fait du bien de le dire. Ça me fait du bien de le dire que et je vais pas te sortir de nom. Ça, il faut que tu le saches, je vais jamais te sortir de nom. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, bien sûr. Pas par peur, pas non, on m'a dit de pas dire ou quoi. Je veux pas de problème avec les gens, mais moi, faut savoir que ce que j'ai traversé dans ma carrière, j'ai traversé beaucoup de moments où les portes se sont fermées à cause de gens jaloux. Et entre Rof et moi, il y avait beaucoup de jaloux. Déjà, lui, il traînait une armée de jaloux derrière lui, parce que c'était Rof et à l'époque, c'était quelqu'un et c'était à l'époque, c'était le numéro 1, voire le numéro 2, entre lui, Booba, tout ça, quoi, à l'époque. Et il traînait déjà une équipe de jaloux derrière lui. Et moi, j'arrive en plus de ça, je me colle à lui, ça fait rebeu, renois. Tu vois, les deux mecs, ça kick. Waouh. Ah ouais. Et je peux te dire que après ça, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres et de sources sûres. C'est ça le pire. C'est que j'en ai entendu où des mecs, des rappeurs connus, qui m'ont fermé des portes. C'est pour ça que je me suis jamais mélangé. Les gens, ils disent, Kamel, qu'est-ce qui devient? Il se mélange jamais. Sur Instagram, personne le follow, il follow personne, il a 30 000 followers, il s'en fout de son Instagram, il est même pas déclaré. Parce que je suis dégoûté de ce milieu. Je suis dégoûté. J'ai voulu régler, surtout avec le temps, j'ai voulu aller voir certaines personnes, pas leur faire du mal, mais les mettre à l'amende, leur dire, pourquoi t'étais un jaloux comme ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que, attention, ce que j'ai entendu, moi, sur des rappeurs très très connus, ça m'a fait mal. Je me suis dit, purée, si je l'aurais su avant, tout ça. Et ça, je l'ai su, tu vois, au fil de ma carrière. Des gens qui m'aimaient pas revenaient vers moi. Ils m'aimaient pas juste parce qu'on m'avait sali. Moi, je t'ai dit, on m'a traîné dans la boue. Ma carrière musicale, on m'a traîné dans la boue. Le seul kiff que j'ai eu dans la musique, c'est quoi? C'est quand les gens, ils viennent te voir, là, maintenant, des mecs de 40 ans qui disent, Kamel, tu m'as fait kiffer quand j'avais 20 ans. Tu m'as donné un truc de fou. T'as fait des morceaux que personne n'a osé faire. Moi, ça vaut tout l'or du monde. Wallah que c'est vrai. C'est bien. Ça vaut... T'as eu les chèques que t'entends, là, l'autre, il a pris 150 balles, il a pris 100 000 euros. Tu vas voir. En 3-4 jours, ça va partir. Mais quand un mec, il vient te voir, un mec de Sarcelles que tu rencontres sur le périph' qui dit, attends, Kamel, ouvre la vitre. Il dit, hey, Kamel, Wallah, ta musique, elle m'a servi quand j'étais jeune. Et toi, t'as osé dire des choses que personne n'a dit. Et ça, je vais le dire aujourd'hui. Moi, pourquoi les gens, il y avait beaucoup de jaloux en face de moi? Parce que moi, je disais des choses que eux, ils auraient voulu dire, mais ils pouvaient pas. Parce qu'ils savaient qu'en disant ça, c'était fini pour eux. Moi, dès que j'ai commencé à rapper, je savais que ma carrière elle allait finir. Ah ouais? Mais oui. Je défendais la cause palestinienne, je défendais plein de trucs comme ça. Personne ne le faisait, ils avaient peur. Ils avaient peur pour leur carrière. Moi, je le faisais parce que je vivais au jour le jour et j'étais sincère. Quand j'étais derrière le micro, je parlais avec le cœur. Quand je fais le morceau Un jour ou l'autre, tu verras. Je vais te raconter l'anecdote de ce morceau-là. Un jour ou l'autre, tu verras, c'est un morceau qui parle de l'amitié. C'est un morceau que tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté. À l'heure d'aujourd'hui, les petits l'écoutent. Un jour ou l'autre, tu verras. Je parle de l'amitié. Moi, ça, c'est un morceau où les gens, ils sont venus, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, c'est pas bien. T'as fait un morceau sur l'amitié, limite, tu parles de nous, tout ça et tout. 20 ans après, ces mêmes personnes-là, ils viennent me voir et me disent, t'avais raison, en fait, sur ce morceau-là. 20 ans après. Ah, Kamel. J'ai parlé vrai, moi. Moi, quand je rappais, je parlais vrai. Quand je fais le charme de la tristesse, je dis des choses dedans que les gens jamais ils auraient osé dire. Mais je l'ai dit. Parce que c'est ma musique, je fais ce que je veux, je suis en studio. Moi, je t'ai dit, quand j'ai commencé avec 2 balles dans le genou déjà. Je savais que c'était fini. Mais, Kamel, voilà, je suis en train de... Toi aussi, tu peux parler cash, hein.
Moi, toujours. Les gens me connaissent. Il n'y a pas que moi. Les gens me connaissent. Les gens me connaissent. Kamel, voilà, là, j'ai l'impression que, bon, t'as mis tout ça derrière toi. Aujourd'hui, je te vois avec le sourire, avec la bonne mentalité. Mais c'est important, Kamel. C'est très J'ai important. l'impression qu'il y a quand même C'est une thérapie pour moi, ça. Il y a quand même un goût d'inachevé. Il y a Ah oui. Tu vois, arrête-moi si je me trompe. Non. Mais pourquoi on va se mentir? On est là pour se dire les choses. Exactement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des choses inachevées. Il y a même de la rancœur. Il y a même... Une personne qui va te dire, ouais, j'ai oublié mon passé, je m'en fous. Il va te mentir quelque part. Certes, je suis passé à autre chose parce qu'il faut continuer à vivre. Bien sûr. Il faut vivre. Parce que si tu continues pas à vivre, il y a personne qui va venir te prendre par la main et te dire, viens, on y va. Ah, ça, c'est pas vrai, ça. À part ta mère ou ton père, mais nos parents sont vieux. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vieux, ils sont fatigués. Donc, il y a personne. Donc, si tu te lèves pas et dire, attends, moi, c'est vrai. Mais de temps en temps, tu as des petites... Bien sûr. Pour moi, ça, c'est une thérapie, ce que je suis en train de faire avec toi. C'est pour ça que j'ai accepté, parce que j'ai vu d'autres gens avant moi le faire. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose d'inachevé, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de haine, des fois il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de rire. Mais la vie, elle est comme ça. Je vais rebondir sur Rof. Est-ce que bien sûr. Vous auriez pas pu clarifier la situation dès le départ? Parce que quand tu restes avec des non-dits, en plus, surtout si les gens viennent envenimer les choses, etc., des deux côtés, le mieux serait pas de clarifier la situation en disant, mon frérot, on s'est connus avant tout ce bordel-là, on avance, on va de l'avant. Mais peut-être que ça s'est fait. Ok. Et que les gens le savent pas. Ok. Moi, j'ai parlé avec des gens, là tu parles de Ousni, on a déjà parlé ensemble. On a parlé. Quand je perds mon père, il y a 1 an de ça, Rahimahullah, Ousni m'envoie un message direct. Un bête de message. Nous, on a déjà parlé. On a déjà parlé. Mais pour en revenir à ce que tu disais, on aurait pu clarifier les choses 2-3 ans après. Mais malheureusement, quand t'es jeune, moi le premier, t'es bête, t'es arrogant et t'es fier. Tu te dis, vas-y, je vais pas le voir, tout ça et tout. Il vient pas me voir le premier, j'y vais pas. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc qu'avec le temps, je le fais plus. Moi, maintenant, quand je suis en froid avec quelqu'un, même quand c'est la personne qui est en tort, c'est moi qui va le voir. Mais là, à cette époque, on est jeune, on fait du rap. On se prend pour, tu vois, on croit on est des oufs. Et donc, on laisse les choses. Mais en vrai, il n'y avait rien, en fait. En fait, entre Ousni et moi, il n'y avait rien, en fait. Il y avait juste des gens très, très mauvais. Je te le répète encore une fois, très, très mal intentionnés. Ça ne pouvait pas durer. Et est-ce que, excuse-moi, je vais rebondir. Là, aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui sont en train d'émerger, des jeunes rappeurs. Que leur dirais-tu? À savoir, quand vous commencez à upgrader, quittez votre environnement, écartez-vous du quartier où vous avez grandi pour se prémunir justement des éventuels dangers? Moi, c'est une très très bonne question que tu poses. Moi, je pense que c'est même pas le rappeur qui doit quitter le quartier. C'est le jeune en général. Le jeune qui arrive à 20 ans, qui travaille, qui a une bonne situation. Moi, je vais lui dire, ouais, quitte le quartier. Alors le rappeur, encore pire. Parce que c'est un des trucs qui fait le plus kiffer les jeunes. Et c'est même pas que le rap maintenant. Demain, un mec, il devient juste influenceur sur Snap. Il habite dans un quartier, il est mort. Il est mort. Il est mort de chez mort. Les gens, ils vont venir, ils vont le jalouser. Ça, en fait, tu fais quelque chose que ton pote, il est tout le temps dessus. Il regarde le rap, il regarde ce qui se passe, les clips. Toi, demain, t'arrives, t'émerges. Il se dit, ah ouais, il va avoir beaucoup de jaloux. Et il va avoir beaucoup d'épreuves dans son quartier. Donc moi, si je peux donner un conseil aux jeunes rappeurs, c'est... si c'est quelqu'un de très très solide, comment je pourrais dire ça? C'est quoi, quand tu me parles de ça, ça me fait des frissons parce que on a une responsabilité en vrai quand on donne un conseil, parce que cette vidéo-là, peut-être il y a peut-être un rappeur ou deux qui va l'écouter, tu vois. Donc moi, ce que je donnerais comme conseil à ce jeune rappeur, c'est vraiment de faire très très attention à ses fréquentations. Wallahi, c'est le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est de faire attention à ses fréquentations. Ça sert à rien d'avoir 250 000 potes, on le sait, ça. C'est faux. Dans les 10 potes que tu vas avoir, il y en a peut-être un ou deux qui va être totalement sincère avec toi. Et qui vont rester avec toi tout au long de ta vie. Il y en a plein. Après, ils vont passer à côté de toi. Limite, ça sera juste, tu vois,
Salut, ça va, tu vois. Donc, il faut choisir ses fréquentations. Faire très, très attention. Ben, c'est bien. En tout cas, ces paroles feront écho, Kamel, à coup sûr, frérot. Inch'Allah, j'espère. À coup sûr. Et toi, dans toute cette carrière de rappeur, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites, que tu regrettes? Des choses que je regrette, Ouais. bien sûr, forcément, ben, ça va peut-être te choquer, mais ma carrière de rappeur, je la regrette, moi. Ah bon? Ouais, je la regrette. Je la regrette parce que ça va à l'encontre de tous les principes d'éducation que j'ai reçus. On se parle franchement, on a dit. Bien sûr. Donc, peut-être qu'il y a un truc aussi que je regrette, c'est d'avoir montré mon visage. Tu vois? C'est con, hein? Mais j'ai toujours eu du respect pour les Daft Punk. En fait, leur côté où c'est des mecs qui prennent le métro comme tout le monde et que personne ne sait c'est qui, je pense que c'est un facteur qui est crucial. Mais on ne le sait pas au début. On ne le sait pas. Je pense qu'un des plus grands regrets que j'ai, ouais, c'est d'avoir montré ma tête comme ça partout. Parce qu'après, c'est invivable. Après, avec l'expérience, maintenant, c'est derrière, mais je pense qu'après, quand tu bâtis une famille, tout ça et tout, ça peut porter préjudice. Mais pour en revenir à ce que je disais au début, j'aurais préféré ne pas connaître tout ça, en vrai. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas connaître tout ça. Mais c'était ton destin. C'était mon destin. C'était mon destin. J'aurais préféré peut-être, je sais pas, j'avais une carrière sportive à côté, moi. J'avais un très bon niveau de grappling, de jiu-jitsu. J'étais très bon en lutte. Après, j'ai connu la MMA. C'est un truc qui m'a fait plus kiffer que la musique. Honnêtement. Et c'est un truc qui m'a fait plus voyager. J'ai été récemment en Russie. J'ai été accueilli par la famille Nurmagomedov, que j'ai rencontré à Dubaï. Ils m'ont accueilli les bras ouverts chez eux. Je me suis entraîné avec les meilleurs. J'ai été aux États-Unis. Je me suis entraîné avec les meilleurs. J'ai voyagé partout grâce au sport. Et j'ai découvert avec le sport des vraies valeurs. Dans la musique, ce que j'ai découvert, c'est un milieu satanique. C'est un milieu brutal. Ouais, la musique en elle-même, c'est beau quand tu fais du rap, quand tu fais des petits morceaux, tout ça. Mais tout ce que j'ai découvert à côté, poto, ça m'a tué, frère. La jalousie des gens. Moi, j'ai connu beaucoup de jalousie, hein. Je m'en fous de ce que les gens ils vont dire. Ils vont dire, ouais, comment ça, jaloux, tout ça. Ils étaient jaloux de quoi? Frérot, aujourd'hui, t'achètes 1,5 kg, les gens, ils sont jaloux. Moi, à l'époque, je rappe, je passe bien physiquement. Tu vois, j'ai toujours une petite veste en cuir. Je suis toujours en voiture simple. Je rigole tout le temps. Les meufs me kiffent à ce moment-là. Kamel l'Ancien, c'est un gosse beau, tout ça. On se dit les choses. C'est comme ça que c'est à cette époque. Tu te rappelles? Bien sûr. C'est comme ça que c'est à cette époque-là. Mais l'envers du décor, il est sale. Et après, je te parle même pas de quand j'ai arrêté avec Rof. Ah là, il y a plein de rideaux qui sont fermés. J'ai rien compris. Hein. Je dis pas que ça vient de Rof, attention. Mais quand j'ai arrêté avec Rof, il y en a plein qui ont pris parti avec Rof. Et là, on parle de maison de disque, on parle de radio. Donc moi, je sors un album à ce moment-là. Personne ne croit à mon album. Quand je sors Le Charme en personne, personne ne croit à mon album. Il n'y a que moi qui y crois et 2 mecs de mon quartier qui me disent, Kamel, quand on sort Le Charme en personne, tu vas tout, tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont dit, tu vas tout éclater. En tout cas, tous les mecs des quartiers vont t'écouter. Mais il n'y a personne qui me signe. Hein. Là, j'arrive, il n'y a personne qui me signe. Personne. Ah, peut-être c'était une question que tu devais poser, non? Non, Kamel, vas-y, continue. Il n'y a personne qui me signe. À ce moment-là, il n'y a personne. Là, je suis tout seul. Skyrock, ils me disent carrément, Skyrock, on ne te jouera jamais de titre, toi. Mais vous n'avez même pas écouté l'album. Les magazines, à l'époque, c'était les magazines. Non, on veut pas de lui. Ok, pas de problème. Charme en personne, j'arrive à le faire écouter à qui? D'ailleurs, que j'embrasse très très fort. Kojo de Nouvelle Donne. Il dit, ouais, moi, je suis prêt à écouter Kamel l'Ancien. Il écoute Le Charme en personne. Il me dit, on le sort. Il était sûr de lui.
je sors chez Nouvelle Donne. Quand je sors Le Charme en personne, je fais le clip Le Charme de la tristesse. C'est parti. 1 an après, on vend 40 000 disques. À l'époque, c'est pour un indépendant, c'est énorme. On vend 40 000, 45 000 disques, 50 000 disques. On fait une tournée dans toute la France, payée par nous-mêmes. On fait des concerts à guichet fermé. Tout seul. Bien. Alhamdoulilah. Et après, là, tout le monde revient. Mais tu vois, Kamel, je vais rebondir sur ce que Tu peux rebondir sur ce que tu veux. tu disais que voilà, la musique, c'était du moins le monde de la musique, le lifestyle, etc. C'est quelque chose que tu regrettes clairement. Mais il y en a certains qui la considèrent comme étant un exutoire. Tu vois, il y en a qui disent que voilà, ça va permettre par exemple aux jeunes. Toi, c'était du rap conscient, tu vois. Ah oui. Et il y en a engagé. Qui ont engagé, conscient. Et il y en a qui sans rien attendre au retour. Moi. Oui. Quand je fais ça à cette époque, j'attends rien. Il y en a qui ont besoin d'écouter ce genre de rap. Mais je comprends et je suis d'accord avec toi. Mais j'aurais préféré être un de ceux qui le fait pas, tout simplement. Honnêtement, d'endosser cette responsabilité, avec ce que j'ai vécu. Peut-être que je t'aurais dit le contraire si par exemple, tout serait bien passé. Mais je t'ai dit, moi, mon parcours musical, il n'a pas été facile. J'ai rencontré beaucoup de problèmes. Vraiment des très gros problèmes qui se sont réglés hors musique et qui auraient pu aller très, très loin. Avec des DJ, avec des producteurs, avec des rappeurs. Il y a eu beaucoup d'histoires, de jalousie, de bâtons dans les roues. Et ça, je l'ai su avec le temps. Et ça fait mal. T'étais pas loin de la dépression? Ou t'as déjà fait une dépression? Parce que c'est un terme qui revient fréquemment. Je parle souvent de dépression avec des amis à moi. Parce que maintenant, je connais des médecins, je connais des coachs de vie, je connais beaucoup de monde. Le problème chez les gens comme nous, on préfère dire on m'a fait quelque chose. Les gens m'en veulent, c'est l'œil des gens, tout ça et tout. Mais frérot, on a tous le même cerveau. Il a été créé tous pareil. N'importe qui peut faire une dépression. J'ai fait une dépression, moi. J'ai fait une très très grosse dépression nerveuse. Qui a duré 2 ans. Pendant 7 mois, je ne pouvais pas rester en France parce que mon état ne le permettait pas. Je suis parti au Maroc. Je suis resté 7 mois au Maroc. Et j'étais dans un état... Mais attention, moi, quand ça m'arrive, ça, j'admets pas que c'est une dépression. Tu peux resituer la période? J'arrête la musique en 2010-2011. À un moment, j'essaie de revenir, ça prend pas. J'arrête complètement. C'est ça, entre 2012 et 2015, ça dure 2 ans. Mais dépression sévère, hein, énervé. C'est-à-dire que c'est une période que je traverse où j'ai plus goût à la vie. Je me rappelle d'un épisode où je rentre chez moi. Je vais dans ma chambre. J'aime pas parler de ça, mais on a dit qu'on se disait les choses et qu'on parlait sincèrement. Et je prends un pistolet. Et là, je le mets sur la tempe. Moi, je suis passé par là. Et je me dis, vu que j'ai plus goût à la vie, il faut que je tire. Et à cette époque-là, je me dis, j'ai rien à perdre. Tellement j'ai connu le côté obscur de la musique. Après ça, je me dis, mais si je me tue, je suis un musulman. Et si je me tue, Allah, il va pas me pardonner. Je vais rester comme ça. Je préfère rester malade que me mettre une balle dans la tête. Mais j'étais prêt. Et je te le jure par Allah que ce jour-là était réel. J'étais prêt à en finir, à en découdre. Mais je ne l'ai pas fait. Après ça, j'appelle 2 de mes grands frères, je leur dis, je suis dans un état qui ne va pas du tout. Ils m'ont dit, on a remarqué. J'allais au sport, mais c'était plus trop ça. J'étais nul, alors que j'étais très bon à cette époque-là. Et mes frères, ils me disent, tu sais quoi, faut qu'on t'emmène au bled. Et je suis parti au bled. Pendant 7 mois, j'étais au Maroc. Et là-bas, c'était pire. Parce que j'arrive dans le village de mon père. Je suis dans un village où
Il n'y a même pas de voiture, c'est des carrosses et tout ça. Donc, je suis là, je comprends pas ce qui se passe. Et je reste comme ça avec mon père. Et je reste. Et je vois la misère des gens. Je m'imprègne, je regarde. J'étais vraiment dans le côté sombre, en fait, tu vois. Et j'avais plus goût à la vie. Moi, je suis passé par une période très difficile. Ensuite, je suis rentré en France parce qu'il fallait que je rentre. Et petit à petit, en faisant des thérapies, en étant suivi, j'ai été suivi, tout ça. Moi, j'ai pas honte à le dire. Hein. Tu sais, je vais te dire un truc. J'étais en Espagne et j'ai rencontré un gars, par inadvertance comme ça. On a commencé à discuter. Il m'avait reconnu. Mais le mec, c'était quand même un ancien. Hein. Il avait un bon 50 ans passé, tu vois. Et le mec, c'était un gros voyou. Et lui, il était en pleine dépression. Et ça se voyait, tu vois. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en vrai de vrai, tout le monde peut faire une dépression. Tout le monde. Et je pense que c'est même bien, à un moment donné, d'en faire une, parce que quand tu sors de ça, là, tu deviens un lion, en fait. Ah, Kamel, c'est deep, hein, frère. On le découvre tout ça. Et du coup, comment tu t'es relevé de tout ça? C'est dû au suivi, de par le suivi, parce que tu sais, nous, dans nos cultures, hein, on est africains tous les deux, Bien tu sais sûr. bien, et c'est pas des termes qui reviennent fréquemment. tabou. C'est tabou. C'est un de truc- parler de dépression. C'est Tu vois tabou. ce que je veux dire? Limite, quand tu sors ce terme, on te dit non, c'est pour les autres, ça, c'est pas chez nous. Tu C'est vois ce que je veux ouf. dire? Et c'est bien que tu nous mettes en alerte sur ça. Parce C'est vrai ce que qu'aujourd'hui, tu dis. Hein. C'est vrai. et aujourd'hui, même quand tu vas dans nos cités, moi Il y je en te a dis plein. la vérité, il y en a plein qui sont dépressifs. Plein. Tu vois, on voit plus d'étoiles dans les yeux, on Voilà voit que plus c'est de vrai. peps, etc. Ça Tu vois fait ce que je veux plaisir ce dire? que tu dis parce que j'en parle tout le temps avec des amis à moi. En fait, c'est simple. Chez nous, quand tu dis que il y a un mec qui est en dépression, c'est limite la honte en fait. Exactement. Mais c'est une maladie que tout le monde peut avoir. Moi, tu sais, ça a commencé comment, frérot? Mhm. Ça a commencé par des crises d'angoisse. Moi, ça arrivait du jour au lendemain. Hein. Tout allait bien, même quand j'ai arrêté la musique, j'ai eu beaucoup d'échecs. Certes, j'ai eu beaucoup d'échecs. Je me suis retrouvé plus d'argent, plus rien. Mais j'avais un toit, j'avais où manger, j'avais tout. Mais je me suis retrouvé à zéro, à aller chercher du taf, tout ça. Et ça a commencé par des crises d'angoisse. C'est-à-dire que moi, c'était physique au début. Mon cœur, il battait très vite, je me levais au milieu de la nuit, qu'est-ce qui m'arrive, tout ça. Je suis parti chez le médecin plusieurs fois. Je suis parti même à l'hôpital, aux urgences. Faites quelque chose, mon cœur, ça va pas, je vais mourir. Dès qu'ils ont entendu la phrase « je vais mourir », c'est un des signes indicatifs de la dépression, ça. Quand tu commences à dire « je vais mourir », tout ça, ça va pas, je sens que ça va pas. Et quand ils me prenaient mon pouls, quand ils me mettaient toutes leurs machines, tout ça, et que le médecin il venait, il me disait « mais monsieur, vous avez un cœur d'un mec de 20 ans. Et j'ai regardé votre dossier, vous êtes un sportif, tout ça, vous avez rien du tout. » Mais comment ça, j'ai rien? Je pense que c'est mental. Le médecin, il dit ça, tu bugs, toi, tu dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? C'est mental, c'est pas pour nous, ça. Tu sais, on parle comme ça, nous, des fois, on est Exactement. méchants. Moi, avant, pour moi, la dépression et tout, c'était pour les blancs. T'imagines comment je pensais? Mais ça, c'est ça, c'est quoi? Ça, c'est les côtés négatifs des quartiers. Moi, j'en connais plein, ils sont en dépression dans les quartiers. Bien sûr. Plein, mais Qu'ils ne le savent pas. ils ne le savent même pas. Combien de mecs j'ai parlé avec eux, je lui dis, là, t'es en train de faire des crises d'angoisse. Parce qu'il te raconte, il me dit, ouais, Kamel, je me lève dans la nuit, je suis en sueur, mon cœur, il bat vite, tout ça et tout. Est-ce que t'as une maladie pathologique? Non, j'ai pas. C'est un début de dépression que tu fais. Parce que le mec, il te parle que de ses soucis. Il a les larmes aux yeux, il pleure. Mais c'est une dépression. Mais non, mais t'es malade ou quoi? Moi, je fais pas de dépression. Ok, d'accord, pas de problème. Bah, reste comme ça. Tu vas rester comme ça. Alors que t'as juste à aller voir quelqu'un qui est qualifié pour te soigner. Moi, j'ai jamais voulu passer par la case médication. Médicaments, tout ça, j'ai pas voulu. Mais je suis parti voir un psy, moi. Pas qu'un seul. Je suis parti en voir plusieurs. Tu vois? Et ça m'a fait que du bien. Et les gens qui pensent que c'est que pour les faibles, ben, c'est vous les faibles d'esprit. Parce que moi, à cette époque-là, je suis quelqu'un qui fait du sport tous les jours, je suis quelqu'un qui tape, qui cogne, tout ça et tout, mais je suis un moineau, en fait, dans ma tête. Tu prends Tyson Fury, un des meilleurs boxeurs de tous les temps, il va voir un psy,
Il a fait une dépression. Bien sûr, bien sûr. Tyson, Mike Tyson, c'est un dépressif, on le voit, il pleure tout le temps, tout ça. Il est suivi par je sais pas combien de psy. Pas que dans ça, dans la politique, dans tous les milieux sportifs, football, tout ça. Il y a des gens, ils sont dépressifs. Pourtant, c'est des mecs dans leur truc, ils gèrent. C'est des champions. Mais frérot, là-dedans, c'est le cerveau. C'est pas un ordinateur. Hein. C'est le cerveau, c'est une bombe à retardement. Ah, c'est bien en tout cas, Kamel, que tu nous mettes en alerte sur tout ça. Franchement, c'est une bonne chose. Et voilà, Kamel, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as perdu ton père il y a maintenant 1 an et demi, que Dieu ait son âme. Amin. Toi, d'habitude, tu es quelqu'un de pudique, mais ça, c'est pas quelque chose que tu as dit ouvertement. Tu vois ce que je veux dire? Tu as pleuré en silence, vous vous êtes reclus en famille, etc. Ouais. Comment vous l'avez vécu, cette situation? Moi, je perds mon père. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Dans quelles circonstances? Mon père, il était en forme, il était très âgé, mon père, 86, 87 ans. Mais mon père, il avait une santé de fer. Et quelques années avant, ça s'est compliqué. Son cœur, ça s'est compliqué. Il avait une maladie du cœur. Et tout allait bien. Et 2 mois avant, pardon, il nous appelle et il nous dit, en gros, ça va pas. Je le sens pas. Donc, on a eu le temps de tous aller le voir au Maroc. Tout allait bien. Et mes frères et ma sœur sont remontés à Paris. Moi, je suis redescendu et je suis resté avec lui jusqu'à que la mort l'a emporté. Moi, pourquoi je suis resté positif? Parce que mon père, tout ce qu'il a demandé, ça s'est exaucé. Mon père, il voulait pas mourir en France, pas parce qu'il aime pas la France. Parce qu'en fait, mon père, il avait ses petites peurs à lui. Il avait la glace, tout ça, tu sais, quand ils te mettent à la morgue, tout ça et tout. Mon père, c'est un truc qui lui a toujours fait peur. Donc, le fait que le bon Dieu l'a exaucé sa mort, c'est quelque chose qui m'a rendu, on va dire, pas heureux, mais c'est passé. C'est passé. Après, il faut savoir un truc. C'est que moi, mon père, Inch'Allah, je vais le revoir. Et tous les jours, j'ai pris pour le revoir. Et j'espère, Inch'Allah, quand je reverrai mon père au paradis, j'espère que lui et moi, on reverra les gens que lui, il a perdus, que moi, j'ai perdus. Ça veut dire que moi, je vis tous les jours avec ça. Mon père, il est mort, mais Inch'Allah, je vais le revoir. Inch'Allah, je vais le revoir et Inch'Allah, que je vais revoir aussi d'autres personnes que j'ai perdues. Bien. Je le sens en moi, tu vois. Frérot, la mort, elle est là. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. C'est-à-dire que, pourquoi moi, le fait que j'ai perdu mon père, je ne vais pas l'accepter? Il y a des gens, ils perdent des enfants, ils ont 10 ans, 12 ans, 9 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a des frères, ils perdent des petits frères, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y a des gens, ils perdent leur mère, elle a 40 ans. La mort, elle est partout, frérot. C'est-à-dire, à un moment donné, comme je disais à un ami à moi la dernière fois, la mort, c'est la seule chose que tu ne peux pas négocier. Exactement. Voilà, tu peux tout négocier dans la vie. Demain, tu as des problèmes avec des mecs, ça peut s'arranger. Et même si ça ne s'arrange pas, qu'est-ce qui va se passer? Demain, tu as un problème avec ton patron, et même si ça n'arrange pas, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Mais la mort, il va rien se passer. Tu peux trouver un échappatoire. Mais la mort, tu peux rien faire. Quand un toc chez toi, tu peux rien faire. Moi, je me rappelle la veille de la mort de mon père. On était ensemble, on mangeait ensemble, il était bien. Il est parti dormir, il s'est levé la nuit. Il m'a dit, mon fils, ça va pas, je le sens pas. Le lendemain, il était mort, frère. La mort, c'est la seule chose, que tu peux pas négocier. C'est comme ça. Après, c'est dur. Hein. Après, c'est dur. Tous les jours, c'est dur. Hein. Des fois même, je vais pas te mentir, des fois même, j'oublie que mon père, il est mort. J'ai mes habitudes, moi. Je roule en voiture, tout ça, je fais mes trucs, je travaille, tout ça. Des fois, je viens prendre mon téléphone pour appeler mon père. Après, je dis, mon père, il est plus là. Tu vois, j'ai ces moments-là. J'ai les moments aussi où, quand je vais au Maroc, j'ai mes habitudes. Je prends ma voiture de location, je vais au village où il y a mon père, parce qu'on a encore la maison de mon père, on a tout ça. Ça fait un peu plus d'1 an, c'est récent. J'arrive au village, je me gare en bas de chez mon père, je rentre chez mon père, et voilà, dans les escaliers, je dis, non, mon père, il est plus là. Des habitudes. Je vais à la mosquée du village. Quand je sortais, il y a le pote à mon père qui l'attendait dans un coin.
ils discutaient, je passe, il y a toujours le pote à mon père, mais mon père, il est plus là. C'est comme ça, frérot. La mort, c'est pas de couleur, pas de nationalité, pas de religion, rien. Le jour où elle tape, frérot. C'est vrai. Tu peux rien faire. C'est vrai. Et en tout cas, que Dieu ait son âme. Amin. Que Dieu ait son Amin. âme, Kamel. Mais Merci. comment, à travers ça, justement, tu arrives à... Qu'est-ce qui t'aide à positiver, justement, de cette façon-là? Mon frérot, t'as vu quand t'es une famille nombreuse, quand t'as des neveux, quand t'as des nièces, wallah que t'as un rôle à jouer. Tu dois montrer que t'es fort aux gens. Tu dois leur faire montrer que t'es fort. Et par ton biais, tu vas leur communiquer cette force-là, et ainsi de suite. Après ça se perpétue. C'est comme ça, la vie. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, j'ai un très très fort caractère. Et j'ai un très très gros mental. Même si, on va dire, je ne l'ai pas prouvé dans la musique ou quoi, mais dans d'autres circonstances, j'ai un très très gros mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut prendre les devants, bah, je suis un des gars qui va aller au créneau. Je ne vais pas avoir peur d'aller au créneau. Et à cette époque-là où quand mon père il est mort, on s'est regardé, moi et mes frères et sœurs, on s'est dit, alhamdoulilah, tout ce qu'il a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné. Tout ce qu'il a demandé. Il voulait mourir au Maroc, il est mort au Maroc. Il voulait pas, mon père, il avait même peur, tu sais, des derniers soins quand il y a une dame qui... Tu sais, vraiment, là, je te parle vraiment des détails. Bien sûr. Tu vois, mon père, il avait peur qu'une femme, elle vienne, elle lui change les couches, tout ça. Mon père, c'était impossible. T'as vu, nos parents, frère, ils ont commencé à travailler à Renault, ils avaient 20 ans. Mon père, il a travaillé 38 ans à Renault, frérot. Ils ont une fierté. T'as vu, quand on faisait la route du Maroc avec notre père, tout ça, ils montraient jamais ses faiblesses, tout ça. C'était des gens puissants, nos darons. C'est-à-dire, mon père, il a, quelques mois avant, il a dit à son petit frère, moi, il faut que je meure avant qu'on me mette des couches ou des trucs comme ça. T'imagines à quoi il pensait? Et on s'est dit, tout ce qu'il a demandé, ça a été exaucé. Ça te réconforte aussi, tu vois. Mon père, un jour, il a dit à son frère, écoute cette histoire, et c'est vrai. Mon père, il a dit à son frère, j'aimerais bien être enterré à côté de mon fils. Parce que moi, j'ai perdu un frère qui avait 20 ans à l'époque. Et mon père, il dit à son frère, j'aimerais bien être enterré à côté de mon fils. Et son petit frère, il dit quoi à mon père? Il dit, mais Mohamed, mon père s'appelait Mohamed, il lui dit, Mohamed, comment tu veux être enterré à côté de ton fils? Il n'y a pas de place dans le cimetière. Il a dit, ouais, j'ai juste dit ça comme ça, j'aimerais bien. Mon père, il meurt. Mon oncle, qu'est-ce qu'il fait? Il va au cimetière pour les modalités, comment ça se passe, combien on vous doit, où est-ce qu'on peut le mettre, tout ça et tout. Pour l'emplacement, tout ça et tout. Mon oncle, il revient, il nous dit, ouais, il va être peut-être enterré à côté de son fils. Et nous, on lui dit, mais il n'y a pas de place. Il a dit, on va voir. Le jour de l'enterrement, mon père, il meurt un jeudi, on l'enterre un vendredi. Ah ouais, c'est un truc de ouf. On va au cimetière, on se dirige vers la tombe de mon frère Mohamed aussi, il s'appelait mon frère Mohamed. On se dirige vers sa tombe. Oh, c'est quoi le délire? On arrive, et en fait, il y avait un emplacement, et le mec du cimetière, il dit à mon oncle, il y a un emplacement, mais je ne sais pas s'il va rentrer. Et plus on se rapproche de la tombe, et plus le mec, il est confiant. Il dit, il va rentrer. Et wallah que mon père, il est rentré dans un petit emplacement, et il s'est retrouvé à même pas 2 mètres de son fils, alors qu'il n'y avait pas de place dans le cimetière. Et ça, c'est un truc qu'il avait demandé avant sa mort. Donc, quand tu as toutes ces choses-là, et que toi, tu es un petit peu doué d'intelligence, tu te dis, mais attends, mon père, il a une belle mort, en fait. Il a une belle mort, en fait. C'est nous, on est à plaindre, on est encore là, dans cette vie. Mais mon père, tout ce qu'il a demandé, il l'a eu. 87 ans, des petits-enfants, ses enfants mariés, sa fille, tout ça, plein d'enfants. Tout bien, en fait. Ben, c'est bon, en fait. Pourquoi on va être triste? Ouais, ce qui est triste, en fait, dans la mort, c'est quoi? C'est l'absence. C'est ça qui est dur. Bien sûr. Parce qu'il y a des absences qui se comblent pas. Il y en a qui se comblent. Demain, tu es en couple avec quelqu'un. Ça marche pas. C'est pas grave, mon frère. Sois fort. Moi, c'est ce que je dis à des gens. Je vois des gens, ils dépriment pour des femmes.
Ils sont là, ils pleurent toutes les larmes de leur corps et tout, alors qu'elle les a jetés. Frérot, sois un homme. Montre pas tes faiblesses. C'est une personne comme toi. Elle va refaire sa vie. Et même, il y en a même, elles ont déjà refait leur vie. Toi, t'es là, tu te morfonds sur ton sort. Alors que ta mère, quand tu vas la perdre, ou ton père, c'est là qu'il faut. C'est là que tu dois te dire, ah ouais, truc de fou. Mais quand quelqu'un est quand t'es en couple, tu peux remplacer une personne, c'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. Mais tu peux pas remplacer quelqu'un de ta famille. Surtout un père et une mère. Impossible. Impossible. C'est impossible. Bien, bien, bien. Ah ouais, Kamel. J'imagine ce que tu ressens. Moi-même, j'ai Ouais. perdu mon père il y a 2 ans aussi. Ah ouais. Ouais. Donc, Paix à son âme. paix à son âme aussi. Paix à son âme. Mais ses enfants feront le taf. C'est À ça. coup sûr. Voilà que t'as tout dit. Ses enfants Moi, c'est feront ce que le je taf, me suis tu dit. vois. Et c'est ce qu'on doit se dire, nous Voilà. aussi. Voilà. C'est pareil pour toi, Voilà. comme c'est pareil, c'est la raison pour laquelle on est là en train de parler C'est ça. devant les caméras et on est en train de parler comme des brothers, tu vois. C'est ça, mais complètement. Pas comme, on est des frères. On est des Alhamdoulilah, frères, tu vois, on bien est sûr. tous des frères. Et Bien moi, je vais sûr. même t'avouer un truc. Des fois, j'ai des moments de faiblesse. Hein. Mais vénère. Hein. Toi aussi, tu dois en avoir quand Bien t'es tout sûr. seul. Tu penses, il est plus là. Mon daron, il est plus là. Mais Moi, ils nous ont préparés, Voilà. Et après, je me dis non. Mon père, c'était un bonhomme. bien sûr. Moi, mon père, c'était mon héros, frère. Moi, je vais te dire là, je vais t'avouer un truc. Moi, dans la vie, j'ai jamais eu d'héros. J'ai jamais eu comme les gens là, ouais, un artiste ou un truc comme ça. Moi, c'était mon rap, moi, frère. Bien sûr. Moi, mon rap, j'ai toujours gardé. Frérot, mon père, si je te raconte, quand il est arrivé en France, c'est un truc de fou. Moi, mon père, quand il est arrivé en France, à l'époque, c'était la chasse au bougnoul. Mon père, il habite à Porte de la Chapelle, dans un petit dortoir avec des frères blacks, des frères algériens, tunisiens. À cette époque-là, il travaillait à Orly. Écoute bien, Porte de la Chapelle, Orly, à pied. Comment ils y vont? En montant, tu sais, en sautant des maison par maison. Parce qu'en fait, ils avaient peur de passer par les endroits où les Français les attendaient pour les défoncer. Wesh, mon frère, quand t'entends ça, tu dis, mon père, c'est un héros. C'est lui, mon héros. C'est pas ce qu'on essaie de montrer à la télé ou sur Internet. Moi, mon père, c'était mon héros. C'est-à-dire, des fois, j'ai des moments, j'ai des pics, des descentes. Et après, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai des moments où je me dis, Exactement. je vais faire le taf. Exactement, mon frangin. Exactement. En tout cas, paix à leur âme. Ça, c'est... Paix à leur âme et à tous ceux qui ont perdu leur daron, Exactement. Ouais. leur daronne. Et aucune religion, aucun truc. C'est la mort, quand elle arrive dans un foyer, c'est très, très dur. C'est ça. C'est ça, Kamel, mais voilà. On se doit d'aller de Bien l'avant, sûr. mon frangin. Bien C'est sûr. c'est bien. Bien sûr. Et on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix, mon frérot. On n'a pas le choix. Kamel, il y a un autre point qui me fait plaisir chez toi, c'est ton amour pour l'Afrique, ton amour pour le Maroc. À chaque fois, t'hésites pas à prendre la parole en revendiquant fièrement tes origines africaines, tes origines marocaines. Moi, je me souviens même d'une anecdote. On s'entraînait à ta salle, là, un Ouais. petit peu, là, genre, on a Ouais. tourné un petit peu ensemble. tu sais bien. Et tu m'as demandé d'où je venais, du Sénégal, etc. Tu m'as dit que tu avais déjà Ouais. été au Sénégal, tu te souviens? Ouais. Tu avais déjà été au Sénégal et que là-bas, il fallait investir. Tu me donnais des conseils. Tu as peut-être Ouais. oublié, mais pour moi, c'est resté Non, j'ai pas ancré. oublié. Tu vois ce que je veux dire, Moi, Kamel? faut savoir Et c'est ça qui est beau. Ouais, moi, faut savoir que. T'as vu, j'aime le Maroc, j'aime mon pays, mais faut savoir que j'ai un amour de malade pour le Sénégal. Je vais te dire pourquoi. J'arrive en 2015 et un pote à moi, c'est un ancien joueur de foot qui s'appelle Philippe Christian Val. Et il vient de Sarcelles. Je sais. C'est un très bon ami à moi. Oh, bien. On a été au pèlerinage ensemble. On a vécu des belles choses ensemble. C'est un très très bon ami à moi. Mais comme je te disais hors antenne, moi j'ai des potes que les gens ne savent pas que c'est des potes à moi. Et lui, c'est un frère pour moi. Abdelkarim, il s'appelle maintenant. C'est un vrai frère pour moi. C'est un ami très proche. Faut savoir que à cette époque-là, Philippe Christian Val m'appelle, me dit ouais, Kamel, on part au Sénégal, on va faire une école pour les orphelins. T'es avec nous dans le projet. Et un autre pote à moi qui m'appelle, qui vient, qui s'appelle Kaba Diawara. Bien sûr. Lui, c'est mon rêve de malade. Ok. Ah ouais, c'est des gens que je connais depuis longtemps. Donc, on se retrouve une équipe à partir au Sénégal, comme ça. Faut savoir que moi, quand j'arrive au Sénégal, je me mange une baffe de malade, frère. J'arrive à Dakar, le quartier de Yoff, je me rappelle, Bien ça s'appelait. sûr, bien sûr. J'arrive là-bas, poto, wallah, je suis tombé amoureux de ce pays-là. Il y a des mecs de mon quartier, des Sénégalais. Je les insulte tous les jours. Quand je les vois, ils vont au Maroc, ils vont en Thaïlande, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Va au Sénégal. Sénégal. C'est un pays de ouf. Moi,
Quand je pars au Sénégal à cette époque-là, en 2015, mais je me mange une claque de malade. Exceptionnel le pays. Magnifique. Les gens extraordinaires. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon père. Quand je suis rentré, je lui dis, papa, je lui dis, le Sénégal, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Et du coup, on arrive là-bas. On fait l'école pour les orphelins. Donc, on est à cette époque-là, ça y est, l'école est construite. On a des élèves et tout. Et c'est une école qui est là-bas maintenant. Et c'est un truc, voilà, c'est un truc qu'on a un peu financé, qu'on a un peu aidé, tu vois. Tu peux donner l'adresse? Ouais. Non, c'est important, tu vois. Tu donneras. Je donnerai ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est un truc qu'on a fait vraiment. On ira. On le dit, je te le dis là parce qu'on s'est dit, on se dit les choses. Bien sûr. Mais c'est un truc qu'on a fait avec le cœur, vraiment, entre nous. Et l'association, c'est l'association Omniscient, en fait. Et c'est une association que Christian Val a faite lui-même. Et moi, je fais partie de cette association-là. Et on parraine des jeunes là-bas, tout ça et tout. Et en même temps, on a passé des vacances. C'était exceptionnel. On a été dans des villages, tout ça. On était invités partout. Non, vraiment, le Sénégal, très, très bon souvenir. Ah, c'est bien. Très, très bon souvenir. Plaisir. Magnifique. Magnifique. Tu fais plaisir. T'es une belle personne. Et d'ailleurs, justement, c'est une belle transition parce que, tu vois, on a reçu Kémy Seba, que je salue chaleureusement. Et en off, il me disait que du bien de toi. Il me disait, Kamel, c'est vraiment quelqu'un. Kémy Seba, c'est quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, en vérité, comme je disais, c'est un mec que je connais. C'est un mec que je respecte beaucoup. Et surtout, t'as vu, frère, lui, il mène un vrai combat, poteau. Ah, lui, il n'est pas là pour les strass et paillettes, frère. C'est très, très bon exemple. C'est un très bon exemple. Et moi, j'ai tout suivi sa transition, j'ai tout suivi. Parce qu'à l'époque, il était quand même, tu vois, c'était gros Renoir, thug. Et après, même son visage, il a changé, ce père-là. Non, c'est vrai. Kémy Seba, il le sait très bien, je suis derrière lui, mon frère. Ah bon, bah, c'est bien, il appréciera et on le salue au passage. On le salue. Mais tu vois, et j'ai l'impression que tu vois, t'es très solaire, tout le monde a ce ressenti quand toutes les personnes qui croisent ton chemin, non mais sérieusement quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça me touche. Comment t'expliques que finalement, à travers l'écran, c'est pas forcément l'image qui ressort en premier? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu sais, quand t'as quitté le milieu de la musique, et que tu l'as quitté toi-même, que t'as voulu mettre une croix sur ça, tout ça, je pense que après ça, je pense qu'il y a les gens, quand ils me croisaient, ils s'attendaient plus à, parce que dans la musique, je faisais ça passionnellement, mais je vivais ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai vécu beaucoup de choses mauvaises et moi, je les exprimais pas. C'est ça, ça a été ça mon défaut. Donc du coup, quand j'étais dans la musique, j'avais ce regard sombre, je vivais le truc en fait. J'arrivais pas à faire semblant. J'arrivais pas à faire. Moi, j'ai pas eu la force que les autres artistes ils avaient à cette époque-là. Moi, quand je croisais un hypocrite ou quand je croisais quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a sali, ou quelqu'un qui m'a fermé les portes à la radio, tout ça, ou des trucs comme ça m'a laissé des traces, moi, frère. Ça m'a laissé des traces et ça se voyait. Ça se voyait peut-être dans mes interviews à l'époque. Ça se voyait quand je faisais des clips. Exactement. Ça se voyait que j'avais ce côté aigri, tout ça. Exact. Et du coup, quand j'ai arrêté la musique, bah forcément, ma vraie nature, elle est revenue. J'étais plus dans ce milieu-là. Donc les gens qui me croisaient, combien de personnes j'ai croisé une personne il y a 2 semaines à la Mecque. Il m'a dit, je te voyais pas du tout comme ça. Il m'a dit, là, je vois tête les vieilles, tête tout ça. Il m'a dit, je me suis trompé complètement sur toi. J'ai dit, frérot, tu m'as connu dans un milieu où j'ai vécu. Je dis pas que c'est à cause du rap hein, que j'étais comme ça. C'est à cause de tout ce que j'ai vécu. Jalousie, hypocrisie, fermeture des radios. C'est des choses qui m'ont vraiment, vraiment atteinte, en fait. Qui m'ont fait très, très mal. Et je le montrais pas, mais tu sais, on dit le regard, il ment pas. Bien sûr. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça que maintenant, les gens, quand ils me croisent, ben, ils me croisent. Je suis en paix, moi. Moi, depuis que j'ai arrêté la musique, je suis en paix. Et les gens, quand ils me croisent, ben, forcément, ils découvrent le vrai Kamel. Tiens, ouais, en fait, c'est un bon, lui. Il est tranquille. Bien sûr. C'est un homme de paix, il est tranquille. Quand j'étais dans la musique, j'étais mauvais. J'avais ce côté mauvais. Tu sais, je vais te dire un truc sincèrement. Que les gens ne savent pas. Le directeur artistique
d'une maison de disques. Comment il s'adresse à un jeune à cette époque-là où moi je suis dans le milieu de la musique? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il le fait miroiter. Il lui dit, écoute mon gars, si tu veux que je te paie, va falloir que tu fasses de la musique comme ça, comme ça, comme ça. Il le formate. Ce jeune-là, là, qui vient de citer, qui fait le fou, qui fait le mec, qui fait la caïra, c'est pas vrai. C'est un rôle qui se donne. Il était très fébrile, pardon. Limite, ses jambes, elles tremblent. Quand il lui propose ça, combien de temps il réfléchit, le jeune? Pendant combien de temps il réfléchit? 1 jour, 2 jours. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute. Moi, à cette époque-là, je préfère, écoute bien, à cette époque-là, je préfère faire de la musique pour moi, ne pas sortir de disque, ne pas faire d'argent, que de signer avec ce genre de personnes et trahir ma musique, et trahir mes ancêtres. Je préfère être dans une grotte à manger des plantes et ce qu'il y a à manger que de retourner ma veste par principe. Moi, j'ai toujours été comme ça dans la musique et les gens, ils le savent. C'est pour ça que j'ai pas fait de commercial. J'ai jamais fait ce que les gens m'ont dit. Mais à cette époque-là, c'est ce qui se passe avec les directeurs artistiques. Ils attrapent le jeune. Tu veux percer? Tu veux prendre de l'argent? Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Le jeune, il exécute. Il n'a pas un mental de fou. Moi, à cette époque-là, j'ai un mental de fou. Je préfère être manutentionnaire, qu'on me donne un chèque de 200 000 euros et faire de la musique qui va peut-être inciter les gens à faire... tout simplement à faire de la musique qui ne me correspond pas. D'accord, quand même. Et du coup, on va re-switcher sur la période rap, Kamel. Bien sûr, tu peux. Voilà. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo où tu disais que ta mère n'approuvait pas le fait que tu sois rappeur. Bah, à l'époque où on n'a toujours pas parlé pourquoi j'ai arrêté la musique réellement, en fait. Il y a aussi... On a cru comprendre que c'était un ras-le-bol général. Oui, ça complètement. Ça complètement. Ça, c'est indéniable. Ça, on peut pas revenir dessus. J'en pouvais plus, en fait, à cette époque-là. Mais il y a aussi le fait le fait que ma mère, à cette époque-là, vers la fin de ma carrière, ça commence à devenir très compliqué avec ma mère à la maison. Et chez nous, ça n'existe pas, ça. Et en fait, d'où c'est parti? C'est que ma mère, elle approuvait pas que je sois dans la musique. Mon père, ça le dérangeait pas. Mon père, il me disait tout le temps la même phrase: tant que tu restes un homme, il n'y a pas de problème. Mais ma mère, elle approuve pas. Mais elle me le dit pas au début. Elle me laisse. On dirait limite, elle me laisse. Et en même temps, elle se dit, attends, il va apprendre de lui-même. Parce que les daronnes, c'est pas parce qu'elles viennent du bled et tout qu'elles connaissent pas les milieux et tout. Elles connaissent tout. Elle me laisse. Et du coup, elle voit que je souffre, ma mère, à cette époque-là. Ben, qu'est-ce qu'a fait ma mère à cette époque-là quand elle voit que je souffre? À la fin de la carrière, 2 ans avant que j'arrête, ça se passe ça. Là, on est à 2 ans avant que j'arrête tout complètement, que je coupe complètement. Ma mère, elle me fait ressentir qu'elle n'est pas d'accord. Et là, ça devient très compliqué. Parce que moi, je suis très fusionnel avec ma mère. Et plus ça avance, plus c'est de pire en pire. À l'époque, je fais quelques concerts. Le rap, ça marche pas, mais les concerts, ça marche à cette époque-là. Je fais quelques concerts, donc je rentre avec de l'argent à la maison. Et une fois, je lui donne de l'argent. Et là, elle me jette la liasse de billets dans la tête. Là, mon gars, elle m'a dit, je veux pas de ton argent illicite. En arabe, elle me le dit. Et elle m'a dit, je veux plus rien de toi. Je ne veux plus rien. Et là, je me positionne dans ma chambre à regarder le mur comme ça et je me dis, ah, là, ça va être très, très compliqué. Je vais pas dire que c'est que grâce à ma mère que j'ai arrêté la musique. Ça serait mentir. Et moi, je mange pas de ce pain-là. C'est le fait aussi que je suis arrivé à un moment donné où le ras-le-bol m'avait dégoûté, mais aussi que ça marchait plus. Ça, faut pas se mentir. Faut savoir qu'à un moment donné, dans le rap, fallait faire une transition. Je sais pas si tu as connu cette époque-là où les gens commençaient à faire de la trap musique. Bien sûr. Moi, à ce moment-là, je suis incapable d'en faire. Pas parce que j'aime pas. Parce que je me vois pas faire du rap conscient sur de la trap musique. C'est juste technique, en fait. Donc, je continue à faire ma musique de base. Un instru, un sample, mais ça prend pas du tout. En fait, c'est pas que ça prend pas. Je fais des bons morceaux. C'est des bons morceaux que je fais. Pour moi, c'est des morceaux que
Je suis satisfait de mon travail, mais je vois que ça prend pas. Ah là, je me dis mince. Et là, ça passe à la trap musique et au gangster musique, je sais pas comment on peut appeler ça. Et là, ça commence à arriver de partout. Tu te rappelles cette transition où il y a des rappeurs de partout qui arrivaient? Ça commence à dire n'importe quoi dans les morceaux. Et moi, j'arrive avec des morceaux comme du sang sur ma feuille, des titres comme ça, rien à voir avec ce qui se passe. Je suis là, je parle de la Syrie, les gens, ils en ont rien à foutre. Oh, et en même temps, ma mère qui me met un stop. Ah là, je me dis, Kamel, t'es dans le beau drap. Ensuite, avec ma sœur et tout, on essaye de reconstruire avec ma mère, tout ça et tout, parce qu'elle me parlait pas. Et nous, ça n'existe pas. C'est-à-dire, moi, je lui parle, mais elle me parle pas. Je me lève le matin, je lui fais un bisou sur la tête, parce qu'à cette époque-là, je vais avec ma mère, elle me calcule pas. Et moi, c'est impossible, ça peut pas. Donc là, je vais plus en studio, je fais plus rien. Et du coup, je parle avec ma mère. Ma mère, elle me dit clairement, un soir, elle me dit clairement, si tu continues la musique, t'es plus mon fils. Ah là, frérot. Le choix, il a été très très vite fait. C'est-à-dire que là, j'ai dit ça, je peux plus. Je peux plus. Mais maintenant, je suis un des fils qui a la meilleure relation avec sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Elle a su que ça t'avait fait du mal. Elle l'a vu. Elle l'a vu. Une mère, c'est une mère. Ouais, c'est incroyable, mais vrai. T'as vu ça? On croit que c'est un dicton, on croit que c'est du rêve, tout ça et tout. Mais ta mère, que t'as 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, elle sent quand t'es pas bien. Et ma mère, elle le disait. Elle disait, ça se voit qu'il est pas bien. Et même, elle disait quoi, des fois, ça se voit qu'il y en a beaucoup qui sont jaloux de lui, tout ça et tout, tu vois. Dans la musique, hein, on parlait, hein, parce que, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et, après ça, c'était fini. C'était fini. La seule apparition que j'ai fait après ça, c'est quand j'ai fait, il y a quelques temps, là, j'ai fait un morceau avec Koffs. Ouais. Mais là, j'avais arrêté la musique. Du coup, je rencontre Koffs, qui lui a écouté ma musique. Et il me demande, tu vois, vraiment, ça m'a fait plaisir. Il me dit, frérot, moi, je t'ai écouté toute mon enfance. Est-ce que tu peux faire un morceau avec moi, tout ça et tout? Moi, j'en parle autour de moi, j'en parle à ma famille, je vais faire un morceau avec un mec, mais ça veut pas dire que ça va me relancer. Et en plus de ça, moi, c'est ce que j'ai dit à Koff. J'ai dit, par contre, je fais un morceau avec toi, mais moi, c'est juste, c'est-à-dire si des gens te disent, ouais, est-ce qu'il a repris tout, tu dis, et il a respecté ce truc-là. J'ai grave aimé, c'est que Koffs, après, quand il faisait ses interviews, il disait, attention, Kamel, il n'a pas repris la musique. Il a fait une petite parenthèse, il est venu, parce que c'est comme si, tu vois, c'est comme si demain, un mec, il dit à Zidane, viens faire un petit match avec nous. C'était son kiff. C'était son kiff. Voilà. C'est la vérité, tu vois. Genre, limite, si le morceau, il serait pas sorti, ça aurait été que pour lui, il aurait été bien, tu vois. Donc voilà, c'est la seule apparition que j'ai fait après. Après, j'ai refusé plein de trucs. J'ai refusé des concerts où il y avait tous les anciens qui venaient. J'ai refusé des interviews télévisées ou des interviews aussi sur Internet, des sites de rap, tout ça. J'ai tout refusé après. Après, j'ai vraiment mis un stop, vraiment. Est-ce que c'était pas le meilleur choix de ta vie? C'est la plus belle chose que j'ai fait de toute ma vie. C'est le plus grand service que je me suis rendu à moi-même. Et n'en déplaise à certains. Parce que quand tu trouves la paix, t'as besoin de personne et t'as besoin de rien d'autre. Quand tu trouves la paix, t'as besoin de rien d'autre. Moi, c'est ça qui fait ma force. C'est pour ça que je suis quelqu'un de dangereux. Pour tous ces gens-là, de ce milieu-là. C'est pour ça que tout le monde m'évite. Moi, j'ai trouvé la paix, frérot. L'argent, tout ça et tout. Il y en a pas. Je serai toujours pareil. Mais la plus belle chose que j'ai faite pour moi-même, où je suis fier, c'est d'avoir arrêté la musique. Et j'ai pas honte à le dire. Et ça t'a pas fait bizarre de redescendre, entre guillemets, en termes de revenus, d'aller travailler un peu aux puces, au marché aux puces? Bien sûr. Tu vois? Bien sûr, j'ai fait des trucs de fou après. Je me suis retrouvé dans plein de trucs de fou. Je me suis retrouvé, j'étais le maire du Kremlin-Bicêtre à l'époque, je suis dans la musique, il m'harcèle pour travailler à la ville. Il me dit, ouais, faut que tu travailles à la ville, t'es quelqu'un, t'es l'emblème du Kremlin-Bicêtre, Kamel l'Ancien, Kremlin-Bicêtre. Tu vois, Kremlin-Bicêtre, Kamel l'Ancien. Et vice-versa. Il me dit, tu dois travailler. Moi, à l'époque, je me la raconte un peu. Non, moi, je peux pas travailler en mairie. Frérot, après, c'est moi qui est parti le revoir. Qui lui a dit, voilà, j'ai un projet, on peut ouvrir une structure. Maintenant, je suis directeur d'une structure au Kremlin-Bicêtre, tu vois. Ensuite, on fait des stands sur les puces avec des potes à moi. On se retrouve sur les puces à vendre des t-shirts à l'ancienne, tout ça et tout. Après, je fais tout et n'importe quoi, tu vois. Je me retrouve dans des trucs où les gens ils disent, ah ouais. Mais à cette époque-là, ce qu'ils savent pas, les gens, c'est que je vis ma meilleure vie. Parce que je suis en période de transition.
Je m'en fous si les gens ils disent ouais, il s'affiche, il travaille là, il fait ça, il fait ceci. Et tu vois, moi je m'en fous parce que moi j'ai passé le plus dur pour moi. C'est-à-dire après c'est que du bonheur en fait. Et tu fais quoi C'est aujourd'hui? ouf. Tu vis de quoi? Maintenant, bah, je travaille à la mairie du Kremlin-Bicêtre. Je suis directeur d'une structure musicale, c'est-à-dire il y a un studio de musique. Je m'occupe du studio de musique. Il y a un pôle, il y a un autre pôle danse, il y a un pôle écriture, tout ça. Je suis directeur. Je suis là, je suis là avec les jeunes de mon quartier, tout ça. Tu vois, je les dirige. Je leur dis voilà. Je m'occupe plus trop du studio de musique parce que à un moment donné, à force d'être avec les jeunes dans le studio, j'avais l'impression de les inciter, tout ça. Je suis passé dans un autre bureau. Donc maintenant, je suis dans un bureau tranquille. D'accord. Je gère une structure. Et à côté aussi, j'ai ouvert des centres de code de la route. Tu Ok. vois, tu sais, les centres de Bien code sûr. où tu passes ton code pour 30 euros. Je suis associé avec une amie à moi. On a ouvert ça. On en a plusieurs maintenant. Ça marche. Je sais même pas. Je fais D'accord. plein de trucs, en C'est fait. bien, c'est bien. Avec ma nièce, on a lancé un concept de miel. On vend du miel. Ça marche super bien sur les réseaux. Je travaille aussi avec mon Snap. Je sais pas si tu connais mon Snap, mais mon Snap est très connu. J'ai 350 000 abonnés. Je fais des placements de produits dedans. Bien sûr que je fais pas tout et n'importe quoi dans mon Snap, parce que ça reste quand même le Snap de Kamel l'ancien. Tout va bien. D'accord. Ça se passe super bien. Mais tu me disais tout à l'heure en off que tu vivais entre la France et le Maroc. Ouais. En fait, ça s'est passé très bizarrement aussi. J'arrive au Maroc l'année dernière pendant le Covid, la période du Covid, et je reste bloqué là-bas. Ils arrêtent les avions. Ouais. Donc, je commence à kiffer. Je suis sur Marrakech, je commence à kiffer. Donc, je m'installe là-bas pour 8 mois. Ok. Donc là, je suis revenu. Entre-temps, je suis parti 3 fois. Donc maintenant, je fais des allers-retours. En fait, j'essaie de vivre au jour le jour. Je me prends pas la tête. Là, je suis à Paris. Il y a 2 semaines, j'étais en Arabie Saoudite. Avant ça, j'étais au Maroc. Avant ça, je suis parti en Russie 1 mois. Je voyage un peu partout, tu vois. J'essaie de... Moi, j'ai toujours kiffé cette vie de globetrotter. Le mec qui prend l'avion, tout ça et tout. J'ai toujours été fan de ces gens-là. À l'époque, dans mon quartier, il y avait des grands, ils voyageaient partout. Et maintenant, c'est moi qui le fais, tu vois. Bien. Et madame, elle sera contente de te voir bouger à chaque fois? Madame, elle n'a pas le choix. Elle doit suivre son homme. Ouais. Peut-être qu'elle bouge avec moi, peut-être qu'elle bouge pas avec moi. D'accord. Non. Moi, je suis quelqu'un... Non, mais là, je vais en parler justement. Bien sûr. Je suis quelqu'un, si tu remarques bien sur les réseaux, j'ai jamais parlé de ma vie sentimentale. J'ai jamais parlé de si j'étais en couple ou pas. J'ai jamais dit si j'avais des enfants ou pas. Personne ne le sait. À part les gens qui me côtoient vraiment. Pourquoi? Les réseaux, c'est devenu très, très dangereux. Ça fait peur. Bien sûr. Ça fait flipper de ouf. Si tu laisses ta femme être sur les réseaux avec toi, la laisser filmer, tout ça et tout, tu vas devenir prisonnier de ça. C'est-à-dire, toi, des fois, tu vas plus calculer. Tu sais comment on est les hommes. Aujourd'hui, tu vas poster sur Insta, demain, tu vas plus calculer, à part si c'est ton taf. Mais tu vois, ta vie personnelle et tout, tu veux pas trop la mettre dedans. Mais moi, je vois des femmes, de mecs, sur Internet, je vais pas sortir des noms. Et il y a des imams, là, sur Instagram, des imams. Leurs femmes, elles sont là, les films, elles mettent du son, elles font des trucs. Qu'est-ce qu'elles font, en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? C'est-à-dire que pourquoi? Pour en venir à moi, si je préserve pas ce côté-là, qu'est-ce qui va rester, en fait? Si je préserve pas ma famille, qu'est-ce qui va rester de moi? N'importe qui, après, pourra me manquer de respect. Déjà, les gens, ils te manquent de respect, comme ça, gratuitement. Demain, toi-même, tu dois recevoir maintenant des messages de détracteurs avec ton succès que tu as sur Instagram. Tellement les gens, c'est des fous. Ils ont tout le temps un truc à dire, même quand il n'y a rien à dire, ils trouvent quelque chose à dire. Ça, je l'ai vu avec mon Instagram. J'ai que 36 000 abonnés, c'est rien du tout. À chaque fois que je poste un truc, il y a des détracteurs qui viennent. Tu vas poster n'importe quoi tu vas poster le micro, ils vont dire, il y aura des détracteurs qui vont arriver. C'est-à-dire, si demain, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu laisses tout ça, les gens, ils vont plus te respecter, frérot.
Et moi, ça, c'est un truc qui me fait peur. Ah, c'est bien, tu préserves les tiens. Ah, de fou. C'est bien, c'est Ah, bien, de c'est fou. bien, c'est bien quand Ah, même. de fou. La génération de maintenant, elles ont toutes les applications. Elles ont un compte TikTok. Elles ont un compte Snap, un compte Instagram. Elles ont un compte Facebook. Elles parlent avec tout le monde sur les réseaux. Elles regardent les vidéos de tout le monde. La plupart, elles savent même pas cuisiner. Elles savent rien faire. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on apprend en fait de nos parents? Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Rien du tout. Le néant total. Et cette génération-là, ça fait peur. Cette génération de réseaux sociaux, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'on apprend des choses qui vont pas nous servir. On connaît tout des réseaux sociaux et on a délaissé les choses fondamentales de la vie. C'est vrai, c'est vrai. Les choses principales de la vie. Et ça, pour nos enfants, c'est super dangereux. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, comme je te disais hors antenne, il y en a de plus en plus qui disent stop à ça. Bibliothèque, livres à l'ancienne. Dans les livres, tu vas apprendre des choses qui vont te servir. Moi, je sais que ça fait 20 ans que je lis plein de livres, ça m'a grave servi dans ma vie. Internet, faut faire très attention. C'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est bien de nous mettre en alerte sur ça, Kamel. Sincèrement, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Kamel? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est tout simplement franchement, honnêtement, je préfère moi souhaiter aux gens qui trouvent la paix. Moi, je veux qu'on me souhaite rien du tout, frère. Alhamdoulilah, tout va bien dans ma vie. Moi, je veux que les gens ils trouvent la paix parce que je vois de plus en plus de personnes. Et sur les réseaux sociaux, on parlait, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler en privé. Même des gens connus qui sont maintenant dans le milieu de la musique ou sportif ou peu importe, qui me disent « Kamel, tu peux me donner un conseil ?» Je sais pas pourquoi les gens viennent vers moi. Peut-être parce qu'ils sentent ce truc-là du mec qui... Cette bienveillance. Voilà, cette bienveillance et ce mec qui maintenant, ça y est, il est là, il monte les plats de sa daronne sur Instagram, il monte son sport, son quotidien, il s'en fout. Comment ça se fait qu'il est devenu comme ça? Je suis une intrigue en fait, j'intrigue les gens en fait. Une énigme. Comment il est devenu comme ça? Et souvent, on s'envoie des audios parce que je veux leur donner de la force. Je veux leur donner de la force, pardon. Et je leur dis, tant que tu n'auras pas trouvé ta paix intérieure avec toi-même déjà, tu seras jamais heureux. Ah ben, ce sera le mot de la fin, Kamel. Ce sera le mot de la fin. Et le sportif, là, on te voit toujours en forme, là, Ouais. toujours en shape, là. Le Tu sport, continues à le fond. sport, c'est le meilleur médicament. Ah, c'est super, Kamel. Après, moi, je suis issu d'un club qui s'appelle le Comité Team. C'est le club de mon grand frère et de mon petit frère. C'est un club de professionnels. J'ai eu la chance de m'entraîner avec eux depuis le début. Je suis toujours là avec eux. On s'entraîne bien. Il y a un gros niveau. On s'entraîne tout le temps. Je me suis entraîné avec vous. Vous êtes bien, vous êtes prêts. On est bien, on s'entraîne. Il n'y a que de la joie et de la bonne humeur. Et on fait vraiment du sport passionnellement. Et aussi parce que c'est le meilleur médicament pour le cerveau. Eh bien, ça, c'est bien vrai, Kamel. En tout cas, mon frère Kamel, merci sincèrement d'avoir Merci à toi. accepté l'invite. C'était un réel plaisir, franchement. J'étais d'échanger. obligé, je te devais Frérot, ça. ouais, mais tu sais très bien, Je t'es te quelqu'un de devais ça. parole, t'as qu'une parole, Voilà, frère. je te devais ça. T'as qu'une parole. Et moi, c'est le seul média où je me voyais, où je pouvais m'exprimer comme je l'ai fait aujourd'hui. Tu fais plaisir, frère. Et tes mots feront écho à coup sûr. Hein. Tu sais, Bien sûr. on a besoin d'entendre ces paroles-là pour Bien nous-mêmes sûr. affronter la vie avec les meilleures armes. Bien Les sûr. tu vois ce que je veux dire, Bien sûr. Kamel? Bien sûr. Et clairement, aujourd'hui, tu nous fais du bien, Kamel. Et ta bienveillance, clairement, Merci ton beaucoup. amabilité, ton sourire, frère, à coup sûr, nous fait du bien. Ça nous Merci fait du bien, beaucoup, frère. merci En beaucoup. tout cas, on est ensemble, tu sais bien, C'est frère. gentil, on est ensemble. Et encore une fois, merci beaucoup. Et j'espère vraiment que les gens qui vont voir cette interview-là, ils seront touchés et que ça va leur servir à quelque À chose. coup sûr, mon Voilà. brother. À coup sûr, Kamel. Merci, frère. Merci beaucoup. C'était le tiers qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects. Avec mon homeboy, mon frérot, Kamel l'ancien. Pour We Hustle, mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.